À propos de ce bon sens, il suffit d'aller voir en Espagne, dans le sud de l'Espagne, et tous les pays, après, les maisons sont blanches, les fermetures sont blanches, tout est blanc. Bienvenue dans Oberkaï, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Didier Miraud. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Oberkaï. Donc toi, après tes études de technique en imprimerie, tu as travaillé pendant 10 ans dans un bureau de fabrication à Paris. C'est durant cette période que ta passion pour le bricolage est née, puisque tu prends plaisir à rénover 3 appartements sur ton temps libre. Après l'arrivée de tes enfants, tu décides de changer de lieu de vie et de travail. En 2009, tu es embauché par une entreprise de construction de maisons en ossature bois dans le sud de la France. Oui. En parallèle, tu autoconstruis ta maison passive, notamment grâce au livre de ma maison bioclimatique de Patrick Blanc, qui t'a beaucoup inspiré. C'est comme ça que tu t'intéresses de plus en plus à la rénovation énergétique, notamment par l'isolation et les ouvertures-fermetures d'une maison. En 2012, quand l'entreprise pour laquelle tu travailles dépose le bilan, tu décides de créer ta propre société de rénovation énergétique et depuis 2016, tu te spécialises dans les ouvertures-fermetures extérieures avec comme objectif d'apporter toujours plus de lumière sans la chaleur. Est-ce que j'ai tout bon sur cette présentation? Oui, c'est un bon résumé du parcours, oui. C'est un bon résumé du parcours, super. Eh bien, aujourd'hui, on va parler protection solaire de la maison avec Didier. Et tu m'as préparé, on va commencer comme d'habitude avec notre petit jeu brise-glace. Tu m'as préparé 2 affirmations, une qui sera vraie et une qui sera fausse. On va commencer cet épisode par ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Allez, on y va. Donc, la pergola est étanche à l'eau et à l'air. Ok. Et après, la pergola en aluminium est très économique. Alors du coup, je dirais que la pergola n'est pas étanche à l'eau et à l'air. Et par contre, en aluminium, c'est économique. C'est ça? Alors, c'est ça pour la première affirmation. Et après, la pergola aluminium, c'est pas très économique. C'est un produit de luxe. D'accord, ok. Est-ce que tu peux mettre un petit peu de contexte derrière ces 2 affirmations? Alors, la pergola, c'est un élément pour apporter de l'ombre en premier lieu. C'est pas une véranda. Donc, elle peut être soit avec des lames fixes, soit avec des lames orientables. Même en lame orientable, quand c'est fermé, ça apporte une protection contre la pluie, mais c'est pas un élément donc d'étanchéité à l'eau. Voilà. Et après, la pergola en aluminium, elle a plutôt version à être un produit haut de gamme, à part les produits d'appel en grande distribution, mais qui sont pas très qualitatifs dans la résistance au vent et dans le revêtement de thermocote, donc c'est la couleur qui est mise, le thermolacage qui est mis dessus. Sur les produits de grande distribution, il va se décolorer. Donc au final, la pergola en aluminium est un produit plutôt cher. Voilà. La version alternative, c'est d'aller sur des produits bois. D'accord, ok. Bon, bah c'est noté. Et ben c'est parfait. On va peut-être du coup remettre un peu le contexte. C'est quoi une pergola? En quoi elle peut contribuer à la protection solaire d'une maison? Est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu les différents types possibles, etc. Alors, dans les pergolas, il existe effectivement plusieurs produits. Il y a le grand classique et celui qui est mis en avant depuis, on va dire, 5 ans, voire 8 ans, c'est la pergola en aluminium. C'est un produit qui est adapté pour être mis donc devant la maison ou complètement de manière indépendante dans un jardin. Mais à l'origine, c'est pour être mis devant la maison, côté façade sud ou ouest, pour apporter de l'ombrage, donc pour pouvoir manger dehors le midi ou le soir, si c'est côté ouest. Ensuite, elle permet de bénéficier d'un espace de vie supplémentaire, surtout dans le sud de la France, voilà, où il y a beaucoup de soleil. Après, il existe les pergolas qu'on peut fabriquer totalement sur mesure aussi en bois, avec des lames fixes pour le coup, qui vont servir juste pour l'ombrage. Voilà les grandes versions de pergola, quoi.
Il en existe en métal, donc on peut faire fabriquer aussi totalement sur mesure en métal. C'est un produit plutôt cher et qui va demander de l'entretien, comme le bois d'ailleurs. Voilà, l'avantage après de l'aluminium, c'est qu'il ne demande pas d'entretien. Ok. Et est-ce que on parle aussi parfois de pergola bioclimatique? Est-ce que c'est une distinction ou est-ce que c'est une façon de disposer la pergola? Alors la pergola bioclimatique, en fait, ce terme il est venu avec la notion des lames d'ombrage qui sont orientables. D'accord. Et comme ils sont orientables, on peut l'hiver les mettre à la verticale et le soleil va rentrer et permettre aussi de réchauffer la maison à travers les grandes baies vitrées qui vont être sur la façade sud. Et puis aux saisons intermédiaires ou l'été, on peut les fermer pas totalement à plat, mais on va dire à 30 degrés ou 15 degrés, ce qui fait que le soleil ne va pas du tout passer, mais l'air va quand même pouvoir circuler en haut du toit et ça va ventiler. Et c'est ce qui fait que sous la pergola, on sera pas en grande chaleur comme dans une véranda, par exemple. Une véranda, parce qu'il y a des ouvertures. Oui, là, la véranda, quand elle est totalement fermée, en été, elle va monter en température, tandis que la pergola, donc bioclimatique, avec les lames orientables, va permettre d'en profiter plus longtemps sur l'année. C'est le gros avantage. Voilà. Et justement, je continue sur les avantages avant la disposition, peut-être. C'est quoi un peu les principaux avantages de faire une pergola pour se protéger du soleil? Comment L'avantage donc c'est d'avoir une pièce supplémentaire devant la maison, parce que c'est vrai que ces 15 dernières années, surtout dans les lotissements, on a construit des maisons très rectangulaires avec des baies vitrées puisqu'il fallait, c'est la mode, et puis il fallait des belles ouvertures dans le salon. Mais au final, surtout dans le sud et surtout avec le réchauffement climatique là qui arrive, on se retrouve avec pas de pièce de vide dehors et de pas pouvoir profiter de sa terrasse à partir de juin jusqu'à septembre. Donc la pergola va permettre d'avoir en quelque sorte une pièce supplémentaire, un espace de vie en plus pour le printemps, l'été, et en plus ça ajoute un aspect esthétique à la villa et une plus-value. Parce que quand on a une belle pergola en aluminium, les gens ils arrivent, ils font waouh quoi. Ça peut être, souvent c'est des très beaux produits qui sont très design. Donc il y a aussi un effet de mode, mais il y a aussi un besoin quand même d'avoir une pièce supplémentaire, de pouvoir profiter d'être dehors. Et le gros avantage, c'est que dans les régions très venteuses, comme tout le sud-est, Perpignan, le littoral, par rapport au Storban, qui le Storban lui se déploie, mais il a une résistance au vent beaucoup moindre, tandis que la pergola bioclimatique peut résister dans les modèles haut de gamme jusqu'à 100 km/h de vent. Il y a un produit espagnol qui résiste à 120 km/h. Donc en gros, c'est quelque chose qui est fixe, qui est fait pour durer et qui apporte une plus-value à la maison en termes d'utilité et en termes marchands aussi en cas de revente. Tout à fait. Au niveau de la disposition, est-ce qu'il y a une place plus je vais pas y arriver, c'est ma question, appropriée, voilà, pour placer une pergola? Alors l'idéal c'est suivant la configuration de la maison, si on a une maison en L ou rectangulaire, ça va être en priorité les façades ouest et sud-ouest qui vont être à protéger. On va la coller à la maison, souvent sur une terrasse, et des dimensions assez standards, on est sur 3 mètres de large, 4 mètres, ça c'est le format de base. Après, il est totalement modulable. Aujourd'hui, on peut faire des pergolas de 10 mètres de long et 4 mètres de large, bien sûr si on a le budget. Voilà, c'est très rare qu'on en mette sur les façades est, puisque la façade est c'est pour le petit-déj. Et l'ensoleillement le matin, on est content de l'avoir et d'en profiter. Il est plus doux en général. Il est plus doux, voilà. Donc c'est un produit à mettre sur la façade sud, sud-ouest ou complètement ouest aussi, quoi. Voilà. Ce qui me vient, c'est que quand on est en exposition ouest, on peut ajouter ce qu'on appelle un store screen. Alors c'est un store avec une toile micro perforée qui va laisser passer quand même un peu de lumière, un peu l'air,
mais qui va protéger le soleil. Et ça, on peut mettre un store déroulable vertical en plus du complément des lames horizontales sur la façade ouest. Voilà. Ok. Bah justement, oui, pardon. Oui. T'allais rajouter. Ouais. Comment on choisit justement un peu entre les brises soleil, y a plein d'ombrages possibles. Comment choisir un peu entre les brises soleil orientables, les volets ou autres solutions? Peut-être qu'il y en a d'autres, comme tu citais juste avant. Bah, la première chose, c'est de définir son besoin. C'est est-ce qu'on a envie d'avoir une pièce supplémentaire en plus à l'extérieur, ou est-ce que on veut juste bien protéger sa maison du soleil, de la surchauffe d'été, puisque c'est là le sujet. Et donc, si on détermine qu'on veut juste protéger sa maison de surchauffe l'été, mais qu'on veut rester à l'intérieur tout en ayant de la lumière, à ce moment-là, on va partir pas sur du volet classique, c'est-à-dire ni du volet roulant, ni du volet battant. On va partir soit sur de la persienne, ce qui se faisait en bois en 1920, 1900 jusqu'à 1930. Il y avait beaucoup de 1940. Il y avait beaucoup de volets à persienne qu'on retrouve dans les grandes villes de Montpellier, Nîmes et tout le sud de la France. Là, ça permet de fermer la maison tout en ayant un petit apport de lumière. Aujourd'hui, il y a des produits beaucoup plus novateurs. Il y a donc soit le BSO, donc c'est un volet qui descend de manière verticale à lame orientable et lui permet d'apporter beaucoup plus de lumière tout en se protégeant avec l'orientation de la lame que l'on définit soi-même de l'apport solaire, de la chaleur, quoi. Et ça se place, on est d'accord, à l'extérieur. Ça se place devant la maison, à la verticale, à la place des volets. Voilà. Soit on applique sur le mur, soit ce qu'on appelle dans l'embrasure de la fenêtre, quoi. Devant la fenêtre. Et ça peut résister aux intempéries. Oui. Comme tu disais, parfois le vent dans le sud, effectivement, avec le Mistral, ça peut être assez fort. Oui, tout ça, tous ces produits ont une classification au vent qui va de A2, A4, A5, A7. Donc ça, c'est normé. À l'acheteur et au client de dire, ah tiens, on me parle de la classification au vent. Faut aller sur j'ai pas le nom de site, mais il y a un site en France qui répertorie toutes les zones de vent en classe A, A2, A3, A4, A7, et en fonction de sa région, on peut définir si le produit il est approprié ou pas. C'est pas souvent les vendeurs ne vont pas parler de ce point, mais c'est un point à vérifier si on sait qu'on est dans une zone très venteuse. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour les produits qui permettent de se protéger à l'intérieur de la maison, soleil. Mais après, on peut se dire, mais non, mais moi, je veux laisser ma maison ouverte, je veux voir l'extérieur parce que j'ai un beau jardin, un beau parc, et je veux pouvoir manger dehors le midi. À ce moment-là, on va réfléchir à la construction d'une pergola. Donc, qui va être fixe et qui va être soit en bois, soit en acier, soit en aluminium. Donc, elle va permettre si on part sur une pergola en aluminium avec les lames orientables, c'est quand même une pièce en plus pour toute l'année, quoi, en fait. Si on est dans le sud de la France, à Noël, on peut se dire, on peut manger dehors sous cette pergola bioclimatique. Et puis si il y a une petite averse, on peut orienter les lames pour que ça protège quand même un peu de la pluie, quoi. Ouais. Donc c'est ça devient une pièce à part entière, effectivement, de la maison. Au niveau de l'entretien, tu disais qu'il n'y avait pas forcément toujours beaucoup d'entretien, mais selon les matériaux, comment ça se passe? La durée de vie un peu d'une pergola? Est-ce que c'est comme une maison ou est-ce que ça s'entretient beaucoup plus, quoi? Alors, on va partir sur l'aluminium en premier. L'aluminium, il est calculé sur une durée de vie de 50 ans. Okay. Donc c'est un produit qui est durable. Il faut le laver à l'eau savonneuse tout simplement une fois par an, pas au Karcher haute pression. Après, dans la pergola bioclimatique, entre les lames, il y a un petit joint en caoutchouc. Peut-être qu'au bout de 10 ans, 15 ans, ces joints ils vont être à changer. Et il y a la motorisation pour l'orientation des lames qui est électrique. Donc comme tout organe électrique, au bout de 3 ans ou au bout de 15 ans, il peut y avoir une panne moteur. Voilà. Donc ça, mais sinon pour l'aluminium, il est assez simple au niveau de l'entretien. Et si on prend de l'aluminium donc de très bonne qualité, ça s'appelle le Calicote, normé bord de mer, donc Calicote marine.
en fait, on est sûr qu'au bout de 10 ans, la pergola va pas être décolorée par rapport aux produits d'appel. Donc ça, c'est un point quand même pour les futurs acheteurs à renseigner, s'interroger. Mais oui, je veux payer un peu plus cher pour avoir une bonne qualité de thermolaquage, où je vais chercher que du prix, mais peut-être que dans 5 ans, ma pergola qui était grise, elle sera, Il sera plus non, gris. elle sera plus grise. Ça sera un gris très vieux et ça sera pas joli. Voilà. Après, si on est en acier, ben, comme tout ce qui est acier, il y a de l'entretien à faire au bout de 5-6 ans. Si on est en bois, puisqu'il y en a quand même beaucoup des pergolas en bois qui se font, durée de vie, si on est en bois, du Douglas ou du pin, on va dire autour de 20 ans, plus s'il y a un entretien régulier. Et l'entretien régulier, ça peut être un saturateur par exemple, lui, il va falloir l'appliquer tous les ans. Si c'est un saturateur, si c'est une peinture, ça va être tous les 3 ans ou 4 ans. Il faut le renouveler constamment. Pour le bois, en fait, soit on fait pas d'entretien et la pergola va devenir grise comme l'écorce d'un arbre Ça bouge. de manière irrégulière en plus, on se grille. Et suivant les régions où on est, si on est en montagne, qu'on a un chalet et puis qu'on ajoute une pergola, c'est pas gênant de le laisser naturel puisque les chalets ils vieillissent comme ça. Mais sinon on est dans un lotissement plutôt moderne et puis qu'on met une pergola en bois qu'on n'entretient pas, ça va pas devenir esthétique en fait après. Donc après, moi ce que je préconise de plus en plus, en tout cas pour le sud de la France, c'est de les peindre en blanc avec une peinture adaptée, micro-poreuse, ça s'appelle. De pas aller chercher une peinture premier prix, parce qu'il n'en faut pas beaucoup en fait en termes de surface. Et là, on a à renouveler tous les 3 ans ou tous les 5 ans maximum. On a une pergola qui peut durer très longtemps aussi en bois. Qui est protégée sur le bois. Ok. Et en entretien, nettoyage, choses comme ça, il n'y a pas forcément, mis à part effectivement les protections, c'est pas, ça reste une pièce classique. Oui, complètement. Oui, il n'y a pas d'entretien après plus que ça à faire. Non, il n'y a pas de graissage sur les pergolas aluminium. Non, c'est un produit qui est simple, juste un nettoyage, on va dire. Qui est esthétique. Oui. Du fait de parler de la protection solaire, c'est aussi pour parler tout ce qui est bilan énergétique. Je sais que tu es sensible aussi à ça. Qu'est-ce que ça apporte? Quel est l'intérêt d'utiliser soit une pergola ou soit des ombrages comme on parlait pour la maison par rapport au bilan énergétique? Alors sur la pergola, l'intérêt il est infime, mais il est existant quand même, c'est-à-dire qu'on va protéger la façade sud, si on a mis sa pergola, donc côté sud ou ouest, de l'apport de chaleur sur le mur vertical. Donc le mur, lui, il va pas prendre le soleil. Donc pour le coup, il va pas emmagasiner de la chaleur l'été et ça va permettre à la maison de rester un petit peu plus fraîche sur la façade sud. Comment on peut le quantifier? Peut-être on va gagner 1 degré de climatisation sur une pergola, mais pas plus. Par contre, pour les protections solaires, si on a bien mis, par exemple, on prend du BSO, du volet à lame orientable, des menuiseries oscillobattantes, donc ça veut dire qu'avec des volets à lame orientable, la nuit, on va pouvoir faire une ventilation nocturne, donc grâce aux volets qui sont à lame orientable et la menuiserie qui est oscillobattante qui assure comme une protection à l'intrusion. Et là, c'est un vrai apport bioclimatique pour le coup. Parce que la maison va bien la refroidir la nuit et le matin, arrivé 9h ou 10h, suivant les régions, on referme sa maison, on peut orienter les lames des brise-soleil pour laisser passer quand même la lumière et maintenir la maison fraîche. Et donc, on peut limiter l'utilisation de la clim. Ok, donc c'est quand même assez intéressant peut-être de poser ce genre de système plutôt peut-être que des volets fixes qui sont plus difficiles forcément, soit c'est noir, soit c'est blanc. Complètement. Et ça, je profite de cette parenthèse, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles sur l'esthétisme et qui disent nous on veut une villa très moderne, je vais parler pour les gens qui sont dans le sud de la France, et on va mettre des couleurs très foncées puisque c'est tendance, du noir ou du gris 7016, du gris anthracite. Sur les menuiseries, ça n'a pas trop d'incidence, mais quand on met des volets roulants classiques de couleur très foncée entre la fenêtre et le volet roulant plein sud, on peut faire cuire un œuf. On peut monter à 60 degrés derrière le volet roulant. Donc là, c'est un peu une aberration écologique
Dire on fait un choix plus sur la couleur que sur la protection thermique. Voilà, c'est une petite parenthèse pour dire ok, je veux de la couleur foncée parce que j'ai une maison moderne, mais ça va avoir une incidence thermique. Oui, donc parfois peut-être avoir le bon sens de se dire bon, je fais le choix de choisir plutôt du clair qui est plus réflectif, de toute façon avec le blanc, et de se dire C'est ça. Et d'ailleurs, à ok, propos de ce bon sens, il suffit d'aller voir en Espagne, dans le sud de l'Espagne, et tous les pays après, la Grèce, tout ça c'est pareil, c'est en les blanc maisons aussi. sont blanches, Ouais. les fermetures sont Mm. blanches, tout est blanc. Ouais. Non, c'est vrai, c'est du bon sens. Hein. Mm. Tout à fait. Justement, j'aimerais bien aussi, il y a différents types de revêtements, parfois de pergolates, comme des versions végétalisées. Tu me parlais aussi, je pense, tout à l'heure, tu l'as évoqué, une toile, version un peu plus bioclimatique. Est-ce qu'on peut en parler un peu les avantages et inconvénients de ces solutions-là qui sont peut-être moins connues, mais qui Bah, existent? oui, alors après, si on parle on va plus parler de pergola, Ah, ce serait peut-être pas on va, pergola, ouais. on va parler de carport, en fait. Ok, Le carport, il a un toit fixe, donc qui peut être isolé, pas isolé, et s'il est pas isolé et puis qu'il a une structure adaptée, on peut prévoir à la construction que ce soit une structure adaptée pour recevoir un toit végétal, bien sûr. mhm, Mais là, donc, c'est une avancée de maison pour le coup. On n'est plus mm. dans la catégorie pergola. D'accord. Même si esthétiquement ça peut se ressembler, mais ça va être une pièce où le toit il va être fixe. Ok, c'est pas le système effectivement de lame orientable. On peut associer ça, pergola, lame orientable et toit fixe, plutôt C'est carport, ça, c'est ça? c'est ça. Ok. Et ça peut être un bon choix aussi de faire un carport et pour des raisons aussi thermiques de dire ok on fait un carport avec une toiture végétalisée, ça peut être sympa si on est en maison en ceinture bois ou même une maison moderne. Oui bien sûr, ouais, c'est possible de faire ça. Après, donc il y a le produit qu'on appelle les toiles screen qui peuvent être mis donc à la verticale sur les pergolas, qu'elles soient en bois, en métal ou en aluminium, et y compris sur les carports, comme je disais au début de l'entretien. Eux, on va les mettre plus sur la façade ouest et on va Mhm. positionner la descente plus ou moins pour freiner l'apport solaire de manière verticale à ce moment-là. Donc ça, c'est les toiles screen, c'est des toiles micro perforées et il y a des toiles plus ou moins ouvertes dans la micro perforation. Donc je vais pas citer de marque, mais il y en a où on va dire c'est une toile 86, ça veut dire qu'il y a 14% de trous d'aération sur la toile, ou D'accord. ou une 96, il reste 4% de micro perforation. Et donc ça, c'est à voir avec le fabricant ou le revendeur quelle toile on veut pour laisser passer de la lumière, un petit peu d'air, mais pas le soleil. Et du coup, tu conseilles, plutôt d'avoir une micro-perforation, faible ou Ça va forte? dépendre de l'orientation. Si on est OK. côté ouest, on peut partir sur une toile 92 par exemple, et puis côté est, on peut partir sur une toile plus ouverte encore, quoi. J'ai une question qui me vient pour les, parce que bon, parfois tu disais ça en général, c'est 3-4 mètres, c'est ça, Ouais, hein, 3 par de 4. pour la 3 par 4, pardon, 3 par 4. Pour les grandes pergolas, pour ceux qui ont de Ouais. l'espace et qui ont voulu vraiment faire une grande pièce, est-ce que c'est possible aussi d'avoir des grandes longueurs comme ça de toile? Est-ce que ça se place ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué justement pour avoir ce type de Non, longueur? aujourd'hui, il y a des fabricants qui font des toiles donc verticales jusqu'à 6,50 m de longueur. Donc, ce OK, qui est énorme déjà, c'est on peut imaginer deux toiles de 6,50 m juxtaposées avec un poteau pour le coup, mais à 6,50 m, ça fait 13 mètres. Euh, pour des villas haut de gamme, ces dimensions sont utilisées, quoi. Ouais. d'accord. Donc, oui, c'est Oui, pas donc c'est trop possible limité, de on n'a pas trop de contraintes. mmh. Aujourd'hui, il y a des fabricants de renommés européens de très bonne facture qui savent faire des grandes dimensions. Avec OK, la donc on n'est pas protection au limité, vent, ouais. la résistance au vent appropriée, oui. Bien sûr. Ouais, bah oui, oui, pour que ça se Parce que place effectivement, que ça fasse pas le côté. Ok, ok, plus ok, c'est super. grand, plus l'indice de protection au vent doit être pris en compte, en fait. Puisqu'il Tout à fait. c'est comme une toile de bateau, hein, c'est pareil. Une voile plutôt. Bah oui, le vent s'engouffre dedans et après il faut effectivement qu'il y ait une Ouais. résistance. Mais il y a forcément un poteau au milieu ou quelque chose qui Oui, retient au quoi. bout de 6,50 m. Ouais.
Au bout de 6 mois Ouais. de 50. Ce qui est énorme, déjà. Ok. Ouais. Oui, oui, oui. Faut se l'imaginer. J'aimerais bien, est-ce qu'il y a d'autres options que tu as déjà vues dans ton retour d'expérience d'ombrage? Alors, on a parlé effectivement des volets, des stores, etc. Mais adapté aux besoins spécifiques des maisons, d'autres matériaux peut-être aussi, et avec l'environnement qui peuvent jouer pour justement réduire cette Oui, chaleur dans nos maisons oui. l'été, quoi. Alors moi, ce que j'ai vu chez des clients, ils ont fait des deux. Bon, ce qu'on a construit aussi, c'est une pergola en bois classique avec Mhm. des lames horizontales tous les 60 centimètres. Et après l'été, ils mettaient des canisses en rouleau qui déroulent pour 4 mois à peu près. L'hiver, ils les enlèvent. Ok. Alors ça demande peut-être 2 heures ou 3 heures d'enlever ces canisses. C'est un choix esthétique et c'est un choix aussi écologique. Donc ça, c'est intéressant. Et puis ça c'est en harmonie avec la pergola en bois. Par exemple, de dire ok, on met des canisses que pour l'été, on les enlève l'hiver, on n'a plus que la structure de la pergola pour laisser passer le soleil en hiver qui va réchauffer la maison pour le coup. Mhm. Donc ça c'est une option. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu des toiles aussi qui se mettent sur le toit. Donc pareil, des gens qui choisissent l'option d'accrocher une toile juste pour les 2 mois ou 3 mois de besoin. Et puis après, il existe les systèmes de protection solaire qui sont mis sur les vérandas en verre. Il y a des stores qui se déroulent dans la pente de la véranda qui peuvent être adaptés aussi sur des pergolas, mais c'est plus rare comme système. Voilà. Ok. Et puis Ok, ok. après, là, ça me vient comme ça de manière intuitive. Dans une maison qu'on va construire, dans le choix du terrain, on peut se dire, on va planter aussi des arbres pour que dans 10 ans ou 15 ans, en fonction de l'essence de l'arbre choisi, il apporte une protection solaire en fait. Et ça, c'est du long terme, mais c'est très durable. Ouais, et pour le coup, ça, c'est l'ombrage le plus naturel qu'on peut Voilà. avoir. Ok, trop bien. Est-ce que tu vois, Didier, d'autres choses qu'on n'aurait pas évoquées sur le sujet de la protection solaire, sur la pergola, sur les ouvertures, fermetures, peut-être, menuiserie? Oui, alors après, il existe des stores qui se mettent entre les vitrages. Donc, on a un double vitrage plus un troisième verre côté extérieur. D'accord. Et c'est un peu du style du store vénitien. Donc, il y a quelques fabricants qui font ça. Et ce store, lui, va être protégé du vent puisqu'il y a un vitrage devant. Il est de petite dimension. Il est orientable. Il peut être relevé. Ça peut être aussi un choix. C'est pas trop économique à l'achat, mais après, par contre, il n'y a pas d'entretien du tout, puisqu'il est protégé par du Hmm. verre. Donc c'est un produit qui Oui. marche bien et qui commence à être mis en avant dans certaines configurations, sur certaines villas. Voilà. Moi personnellement, j'en ai posé chez des gens pour leur bureau, qui ont leur bureau à la maison, mais qui voulaient pas un gros coffre à l'extérieur de volets roulants ou ils voulaient quelque chose de très discret. Donc on a choisi une menuiserie avec ce store vénitien intégré dans le vitrage. Voilà. Ok. Ouais. Donc, effectivement, il faut le penser vraiment en amont de phase quand on change ses menuiseries, Oui, quoi. Sinon, c'est plus possible après. oui, et puis prendre le temps de se poser avec voilà, je change ma menuiserie, quel type de fermeture je souhaite. Donc le volet bois, le volet aluminium, le volet PVC. Bon, il y a l'histoire on va dire le volet battant classique. Après, il y a le Mhm. volet roulant. Et après, il y a le volet roulant à lame orientable. Donc, ça, les lames descendent, on peut les orienter. Et après, il y a le brise-soleil. On a le store vénitien intégré dans le vitrage. Ou alors après, on a les toiles screen aussi qui peuvent répondre à la protection solaire. Qui sont voilà, en choix. Donc oui, le Ok, choix est bon, il large. y a quand même quelques Ouais, solutions. ouais, le choix est large. Ok, trop bien. Un dernier sujet qu'on n'a pas évoqué, sinon je te propose de passer à la phase un peu plus tac au tac et actionnable de ce podcast. Non, j'ai pas de dernier sujet, ça va. On a fait le tour. Après, Alors, enfin, la ouais. réflexion, c'est se poser avec sa villa et se dire qu'est-ce que je veux en protection solaire et est-ce que je mets en avant l'efficacité ou l'esthétisme
ou les deux et les deux avec des budgets adaptés. Oui, le mieux c'est les deux. Si on peut répondre. Eh ben trop bien. On passe à la phase action ? Oui. Alors action. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Aubercaille. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Aubercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Nos auditeurs, ils ont un projet forcément de pergola solaire pour essayer de capter un peu plus d'ombrage chez eux. Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Une première question à se poser, un premier conseil hyper concret quand ils veulent commencer ce projet. La première question, c'est quel est leur budget ? Okay. Puisque on peut aller entre du bois et de l'aluminium un facteur 3 à 4. T'aurais une fourchette à peu près de prix On va partir sur une dimension 3 par 4. Oui. Donc pergola en bois, donc avec une structure fixe, on peut être sur du 3 000 € à peu près, 3-4 000 en quelque chose de très bonne facture. Et en aluminium, on va être sur du 12 000 €. Okay. Avec des lames orientables. Et après, on peut même mettre des options, des LED intégrés, si on veut, pour avoir un éclairage. Donc oui, le budget est à prendre en considération. C'est quoi le budget ? Qu'est-ce qu'on veut mettre ? Voilà. Et puis, est-ce qu'on veut de l'entretien ou pas d'entretien ? C'est-à-dire le bois, comme on l'a évoqué, il y a un peu d'entretien. La pergola en aluminium, c'est juste du nettoyage, en fait. Ok. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi ton bercail idéal ? Mon bercail idéal ? Ouais. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, si je devais le refaire, mon bercail, c'est une maison totalement enterrée, avec une grande façade sud toute vitrée et un débord de toit calculé par rapport à l'inclinaison du soleil pour que l'hiver il chauffe toute la maison et l'été le débord de toit soit suffisant pour que les murs ne soient pas chauffés et en forme de dôme un peu en fait. Pour moi, ça serait ça, et totalement enterré, végétalisé sur le dessus, pour que ça soit intégré si le terrain le permet, si le terrain est un peu en pente, bien sûr. Ou alors après, ça serait, je connais pas à fond en France ce type de structure, mais j'ai des retours. C'est la maison en paille aussi qui est très performante sur un plan bioclimatique, quoi. Paille avec des revêtements en argile à l'intérieur qui sont performants. Bon reste à l'écoute Didier parce que la paille arrive bientôt sur le podcast. Avec plaisir. Si tu avais un mot du coup pour définir ton bercail, ce serait quoi ? Le penser sur le long terme et donc long terme. Ouais, le très long terme, minimum 20 ans. Et se dire je prends soin de mettre un peu plus de budget dans l'aspect bioclimatique parce que ça c'est des économies sur tous les jours après chaque année. Je vais juste citer ma maison elle fait 130 mètres carrés, elle est classée maison passive depuis 2011. Cette année on habite le sud de la France, il y a 0 chauffage dans les chambres, on a consommé un demi-ster de bois. C'est génial. C'est rien. Donc budget chauffage 30 €, voilà. Magnifique. Ouais. Ce serait beau de pouvoir faire ça un peu partout. Sur le long terme, quand c'est bien pensé, avec l'aspect bioclimatique, on est très heureux et ça fait des maisons très confortables. Voilà. Et c'est important, hein, le confort dans une maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paroi froide. Voilà. C'est-à-dire notre dos peut toucher un mur nord, on va pas avoir une sensation de froid quand la maison est bien isolée et bien pensée sur l'aspect bioclimatique. Voilà. Ça c'est top. Bon, je retiens le mot long terme alors. Est-ce que tu aurais des ressources pour s'informer justement sur tout ce qui est protection solaire ? Est-ce que tu nous as parlé tout à l'heure d'un site, je vais essayer de le retrouver pour retrouver les vents, la classification des vents. Après les ressources aujourd'hui, il suffit de taper sur internet ma protection solaire et il y a plein d'informations qui vont remonter. Après il y a la maison écologique
qui a édité, qui a un magazine donc avec beaucoup de références, des super articles dessus, et puis les éditions Terre Vivante, qui ont des livres qui sont très pointus et très aboutis, et qui ont été pour certains pensés dans les années 1970, justement avant le choc pétrolier et pendant. Et quand ils sont appliqués, leur concept, leur théorie, quand elle est appliquée, elle est très efficace, quoi. Donc moi, je recommande vivement les éditions Terre Vivante, en fait. Ok. Voilà. Bon, je mettrai ça en... J'ai pas d'action chez eux, mais ils sont top, quoi. Ah bon, on a le droit de recommander quand même. Est-ce qu'il y aurait un sujet ou un invité que tu aimerais voir sur ce podcast? Un sujet dont on parle ou un invité, peu importe, sur lequel tu serais curieux? Oui, l'utilisation de matériaux écologiques dans l'habitat. Ouais, et ainsi et l'autre point qui me vient, c'est un sujet sur la ventilation et l'aération de l'habitat. Ok. Ouais, ça, le renouvellement de l'air. Sujet intéressant. Ouais. Ok. Ouais. Et écoute, reste encore à l'écoute. Trop bien. Merci beaucoup. On peut te retrouver, t'as un site internet qui s'appelle www.ethiquehabitat.fr. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te retrouver? Un peu sur les réseaux sociaux, mais très peu pour l'instant, parce que j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Mais sinon, oui, via le site internet ou la page Google Pro, sur lequel on peut poser des questions et sur lequel je peux y répondre. Trop bien. Merci à toi. Merci pour ce passage sur Ubercaille, Didier, et ce partage. Avec plaisir. Ça va, c'était une bonne expérience? Une première expérience, voilà, mais très bonne expérience. Trop bien. Et merci pour ce passage. J'ai plus qu'à souhaiter à tous nos éditeurs une belle journée et à bientôt dans vos bercailles. Merci Caroline, au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons Ubercaille ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.